Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons donc pour cet épisode 2 de l'histoire du transport scolaire, où nous brossons le panorama des transports d'élèves depuis la création de ces transports d'élèves il y a 70 ans environ. Donc nous reprenons en 1982, là où nous en étions restés la précédente fois. 82, c'est une année effectivement charnière. Charnière parce que d'abord il y a effectivement cette tragédie de Beaune le 31 juillet 1982 qui, ajoutée à une précédente tragédie en 1981 qui est l'accident de Pierre Latte, où 5 enfants vont être pris au piège dans les flammes d'un autocar, occasionnant d'ailleurs 10 blessés graves en supplément. Ces deux commotions pour l'opinion publique vont faire que la sécurité du transport scolaire va devenir un événement majeur à partir de cette date. 82, c'est également, comme je vous le disais précédemment, le constat que l'État ne peut pas tout. Il est à la tête d'un système opaque, qui ne donne relativement que peu d'efficacité au système. Le préfet ne gère que d'une façon administrative, en fait, les transports d'élèves. Les critères de subventionnement sont figés, rigides, et donc ne prennent pas en compte les évolutions et les besoins nécessaires à la scolarisation des élèves. En 1981-82, l'État prend donc en charge grosso modo 60% du coût des transports scolaires. 30% sont pris en charge par les départements au travers justement d'investissements, de prise en charge du coût pour les familles. Le bloc communal, ça représente à peu près 4% du coût total du transport d'élèves. Et enfin, les familles prennent en charge environ 6%. Mais nous avons quand même, au niveau de la prise en charge des transports scolaires, 40 départements qui assurent la gratuité pour l'ensemble de leur transport scolaire et pour les familles. Donc c'est, compte tenu de cette situation un petit peu rigide et sclérosée, avec des masses en jeu financières énormes, que les textes de décentralisation vont profondément changer la donne. Nous avons d'abord la loi d'orientation des transports intérieurs, la fameuse LOTI, qui va rythmer la vie des transports collectifs de personnes pendant les 30 à 40 années qui vont suivre. Nous avons également les textes de décentralisation qui vont donc à la fois répartir les compétences entre les départements, les communes, mais également qui vont définir le fonctionnement et la décentralisation du transport d'élèves. Alors cette décentralisation du transport d'élèves va se trouver concrètement mise en œuvre à partir du 1er septembre 1984. Et c'est un décret du 3 mai 1984 d'application de la LOTI qui est en fait le texte vraiment fondateur au niveau concret de la mise en place de cette décentralisation. Alors évidemment, vous avez d'autres textes importants comme vous le voyez vous l'avez vu sur le document, la circulaire du 10 mai 84. Il y a aussi la circulaire du 23 août 1984 qui reprend tous les éléments en matière de sécurité. Vous voyez que c'est une préoccupation qui devient vraiment très importante. Alors sur cette situation de référence en quelque sorte, qui est l'année 83-84 pour les transports scolaires, eh bien l'État va transférer des sommes, donc au travers d'une dotation générale de décentralisation, qui correspond à environ, donc tous les départements vont se voir confier une responsabilité, et l'État va leur transférer 60% du coût, sauf pour les 40 départements qui assuraient la gratuité, où là, la prise en compte de cet effort va se traduire dans les faits, puisque l'État va transférer 65% du coût dans ces 40 départements. Donc, la DGD,
qui est la dotation générale de décentralisation, va donc ensuite évoluer en fonction de la dotation globale de fonctionnement, elle-même indexée sur la variation de la taxe à la valeur ajoutée. Et puis en 90, nous aurons une refondation des bases, et la DGD sera remaniée et elle se calculera en calquant sa progression sur les rythmes d'accroissement de la richesse nationale. Donc, avec une perspective donc de prise en compte des évolutions ultérieures du coût du transport scolaire. La décentralisation, elle apporte des bouleversements considérables. C'est d'abord une double novation. On a enfin des partenaires, des décideurs qui sont clairement identifiés. Précédemment, nous avions effectivement un État qui donnait un certain nombre de critères, mais concrètement, localement, le préfet ne pouvait rien. Et donc, à l'heure de la décentralisation, nous avons hors des périmètres de transport urbain, des fameux PTU, eh bien, des compétences très identifiées qui vont être confiées aux départements, aux conseils généraux. Donc, les périmètres de transport urbain, notamment dans les 10-15 premières années, seront très recentrés autour de leur centre-ville. Et donc la problématique du transport d'élèves sera peut-être moins importante. C'est pour ça que la question du transport scolaire sera avant tout une question du transport départemental. Mais ça a vocation, et on le verra par la suite, à changer. Deuxième grosse novation, c'est que le service de transport scolaire, le service dédié au transport d'élèves, devient un service régulier. Il y a la volonté pour le législateur d'unifier le système juridique des services en présence. Avant, vous aviez une ligne régulière, vous aviez un circuit scolaire, et on ne pouvait absolument pas accepter un public extérieur aux élèves dans un circuit scolaire. Donc c'était vraiment deux systèmes totalement opaques. Désormais, il est possible d'ouvrir les services scolaires à quelques usagers, sans remettre en cause évidemment la nature du service, c'est-à-dire que c'était toujours dans la limite des places disponibles. Donc cette unification juridique des services, service régulier ordinaire d'un côté, service à titre principal scolaire de l'autre, mais cette déspécialisation en quelque sorte voulue par la LOTI, on le verra 15 à 20 ans plus tard, sera un échec. Car le service dédié au scolaire a vraiment une particularité, a des spécificités qu'il est bien difficile de gommer. Mais nous verrons que c'est toujours un débat récurrent et qui a pu d'ailleurs trouver d'autres applications dans les années qui vont suivre. Alors, au moment de cette décentralisation, nous sommes en 1984, les textes de décentralisation prévoient néanmoins une phase transitoire, en quelque sorte, de 4 ans, jusqu'en 1988, pour permettre aux nouvelles autorités organisatrices, que sont vraiment les conseils généraux, de s'approprier la nouvelle donne, de gérer avec leurs organisateurs de proximité, puisque dans 80 départements, vous avez encore des organisateurs de proximité, donc il faut effectivement s'arranger et convenir du bon savoir-faire, de la bonne mise en œuvre de cette nouvelle organisation avec les acteurs de terrain. Donc on verra évidemment que en 1988, dans certains départements, nous aurons encore nécessité d'un certain nombre d'ajustements, mais les textes de loi, les textes réglementaires sont naturellement toujours des textes sur lesquels on peut s'accommoder parfois lorsqu'il y a de grosses modifications institutionnelles ou organisationnelles comme ça. Donc, que se passe-t-il au niveau de cette décentralisation? Et nous sommes dans les années 80, 90. Effectivement, le transport scolaire va sensiblement s'améliorer en termes de qualité et de sécurité. Vous allez me dire que il n'y a pas beaucoup de mal, mais effectivement, ce rapprochement des décideurs
vis-à-vis des besoins exprimés par la population et par les familles et par les parents d'élèves, trouve sa traduction dans, par exemple, l'extension de l'assiette des subventions, puisque peu à peu, on prend en charge de plus en plus souvent des transports de maternelle, alors qu'ils n'étaient pas prévus précédemment. Nous avons de nombreux exemples de prise en charge d'apprentis, alors que ce n'était pas prévu par les textes précédemment. Donc, malgré une dotation générale de décentralisation qui est rigide et fixe, et qui va à la limite être plutôt favorable aux départements qui perdent de la population, sur la grande majorité des autres départements, eh bien effectivement, les ressources tirées de la DGD sont relativement sont assez faibles et donc posent un certain nombre de questions. Hormis ce problème de financement, les départements s'arrangent pour répondre au maximum aux besoins exprimés par la population. Nous avons les premiers exemples d'aménagement de points d'arrêt avec des grilles d'analyse. Nous avons des réflexions sur la pertinence des itinéraires. On règle aussi la question cruciale des doublons entre des lignes régulières, entre les circuits scolaires. Donc on essaye d'organiser de façon plus cohérente et plus pertinente les transports collectifs de jeunes. Alors parallèlement à cette innovation en fait décentralisatrice, la problématique de la sécurité du transport prend aussi son essor. Je vous l'ai dit, 1984, nous avons la création le 11 juillet du Conseil national de transport, directement lié à la commission d'enquête qui a suivi la tragédie de Beaune, où effectivement un groupe permanent sur la sécurité des transports d'enfants est créé. Donc effectivement, le secrétaire général du Conseil national des transports est également le rapporteur de l'enquête et de la commission de Beaune. Et André Doguet en a été profondément marqué et sera un élément moteur dans toutes les améliorations liées à la sécurité des transports d'élèves pendant les années qui vont suivre. 1988, c'est également pour le Conseil national des transports, auquel l'ANATEP participe, et elle est membre permanente de cette structure, c'est la sécurité des transports scolaires, les 10 mesures de la sécurité, qui demandent un certain nombre de... alors, tous les partenaires sont représentés au sein de cette commission, de ce groupe permanent. Vous voyez, vous pouvez voir que 10 mesures vont concerner des infrastructures, les élèves eux-mêmes, vous voyez, avec la nécessité, par exemple, d'exercice d'évacuation de véhicules. Alors, l'ANATEP, depuis le tout début des années 80, a commencé à faire des tests, à faire des expérimentations en la matière, et donc, à partir de 1986, ça sera la première campagne de sécurité intitulée « Sortir vite », puisqu'il s'agit de sortir vite d'un véhicule en situation d'incendie ou de fumée. Donc nous sommes 10 années après la décentralisation, et en 1993 est adoptée une loi, la loi dite Sapin, la loi Sapin, du nom du ministre, qui va profondément changer la donne dans les rapports entre autorités organisatrices de transport et opérateurs et transporteurs. Dans cette loi Sapin, il y a une incitation à améliorer la qualité du transport, tout simplement parce que si on ne met pas dans la nature des prestations demandées de la qualité, alors on est contraint de faire des contrats très courts, des contrats annuels. Or, relancer l'intégralité de ces lots de transport scolaire annuellement, c'est totalement impossible. Et donc, suite à cette loi Sapin, qui va donc lier la durée de convention, la durée de contrat de transport avec la qualité de service voulue par l'autorité organisatrice, on va arriver à avoir un certain nombre d'améliorations sensibles, comme l'amélioration du parc, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'autres éléments, comme une charte de qualité, etc. Donc, il y a vraiment, avec cette loi Sapin, alors ça n'était peut-être pas
premier objectif, mais c'est pourtant ce qui s'est traduit concrètement dans les faits, avec, deuxième élément, la fin du gré à gré. Alors, la fin du gré à gré, ça révolutionne effectivement les rapports que peuvent avoir des autorités organisatrices avec leurs transporteurs. Avant, il suffisait de se voir au bout de la rue pour se dire, voilà, l'année prochaine, on fait le même nombre de kilomètres, etc. Non, c'est totalement impossible à partir de ce texte, où effectivement, il faut... on devient sur des termes beaucoup plus formels. Et donc, ça, effectivement, ça améliore grandement la qualité du transport. Alors, c'est justement lorsqu'on commence à structurer ces types de marchés, etc., eh bien, la conséquence, c'est que les transporteurs doivent trouver des véhicules relativement plus onéreux. Parce que la qualité doit se traduire concrètement par un rajeunissement du parc. Et donc c'est pourquoi nous voyons apparaître en 1980, dans les milieu des années 90, les premiers véhicules scolaires. Je vous renvoie au Récréo de Renault VI à l'époque. Donc, rapprochement des décideurs envers donc, les besoins du transport d'élèves. Une loi Sapin qui vient profondément changer la donne entre opérateurs et autorités organisatrices. Et puis, troisième constat qu'on peut faire à la fin au milieu de ces années 80, début des années 90, c'est considérer que c'est un échelon, l'échelon départemental, assez pertinent, puisqu'on s'aperçoit que l'équilibre entre lignes régulières et services à titre principal scolaire est plutôt bien intégré dans les politiques départementales. Comme je vous l'ai dit, la consistance des circuits et notamment l'amélioration des points d'arrêt est un élément important. Et à ce sujet, en 1995, le CERTU, qui est l'ancêtre du CEREMA, voilà, comme vous pouvez le voir, et l'ANATEP vont produire un guide méthodologique sur transport des scolaires, la sécurité aux aires d'arrêt. Vous voyez, voilà, donc ce document est disponible encore auprès du CEREMA, il suffit de le leur demander. Autre élément, pas de remise en cause des organisateurs de proximité qui poursuivent leur travail en délégation de compétences auprès des autorités organisatrices de premier rang et qui font un travail, ma foi, de proximité, sauf dans les 10 départements environ où l'autorité organisatrice départementale est unique. Mais partout ailleurs, évidemment, ça se passe relativement bien, au plus près des besoins exprimés par les familles. Ce qu'on peut constater, néanmoins, c'est que les premières limites au système apparaissent, et notamment dans justement cette rivalité, quelque part, entre des autorités urbaines et des conseils généraux, puisque je vous rappelle que le Conseil général reçoit cette dotation générale des décentralisations et est censé transférer ce qui revient en quelque sorte au périmètre de transport urbain, aux autorités urbaines, et c'est une source de conflit assez régulière, puisqu'en fait, les uns reprochant aux autres de ne pas voir les besoins respectés en quelque sorte par les transferts de financement. L'essor des périmètres de transport urbain a commencé et vampirise un petit peu plus, émiette en quelque sorte les territoires départementaux, les bouts de lignes qui sont parfois des sources de financement importantes avec beaucoup de clientèle pour les départements, ont tendance à se retrouver grignotés par ces périmètres de transport urbain. Donc, vous voyez qu'il peut effectivement y avoir un certain nombre de problèmes de dysfonctionnement, notamment lorsqu'on contraint des élèves venant de l'extérieur du périmètre de transport urbain, devoir changer de véhicule, par exemple, ou le car, dans une
dans un pôle de transport scolaire, va débarquer les enfants. Les enfants sont obligés de reprendre un bus urbain pour pouvoir être acheminés à leur établissement scolaire. Donc il y a des ruptures de charge qui sont très pénalisantes pour les élèves. Et puis, dernier élément qui va avoir une importance tout à fait considérable, c'est que entre 1984 et 1992, c'est-à-dire en 8 ans, le coût du transport scolaire va doubler. Donc il y a effectivement à la fois une élévation du niveau de qualité et de sécurité, une élévation des critères de subventionnement, de prise en charge des élèves, mais parallèlement, évidemment, le coût a tendance à augmenter et on va passer en 8 ans de presque 3 milliards de francs à 6 milliards de francs. Je vous ai précisé dans ce visuel comment les années 90 auront également été l'occasion d'améliorations sensibles. Je vous ai déjà parlé du Conseil national des transports et de son travail formidable après effectivement cette tragédie de Beaune de 1982, mais le Conseil national des transports et son groupe permanent sur la sécurité des transports d'enfants fait un travail également de fond, par exemple avec dès 1991 la publication d'un rapport extrêmement intéressant sur l'évaluation du transport scolaire, avec des propositions, un âge maximum pour les véhicules de 15 ans, la reprise d'un ancien texte hérité donc de l'organisation d'État qui va demander qu'un trajet scolaire ne puisse excéder 45 minutes par trajet, donc 1h30 sur la journée, qui va demander que soient effectuées des formations de conducteurs, bref, tous des éléments qui montrent que le Conseil national des transports est très sensible à cette question d'organisation des transports d'élèves, et de nombreuses propositions seront donc source de discussion avec les partenaires du transport d'élèves. 1992, c'est un autre rapport conjoint entre l'administration des transports et l'administration de l'éducation nationale sur la concertation et la qualité dans le domaine des transports scolaires. Tout simplement parce que on se rend bien compte que les problèmes d'échange ou de communication entre les responsables des établissements scolaires et les systèmes d'organisation du transport d'élèves, eh bien, ont tout intérêt à communiquer, car sinon, effectivement, il y a de nombreux problèmes de dysfonctionnement dans l'accueil et dans la desserte de ces établissements. Donc, c'est vrai que ça, c'est un rapport qui est intéressant et qui va conduire d'ailleurs, en 1995, à la publication de cette circulaire interministérielle relative à la qualité du transport scolaire, qui s'imposera à tous les fonctionnaires de l'éducation nationale et qui est donc actuellement toujours valable. Donc les années 90, c'est d'abord tous ces rapports qui vont commencer à structurer un petit peu la réflexion sur les améliorations du transport d'élèves qui sont nécessaires. C'est aussi, les années 90, les premiers travaux internationaux. Alors, l'ANATEP y a une grande part, puisque dès le tout début des années 90, elle a, avec le CETUR à l'époque, donc qui a donné le CERTU, puis ensuite le CEREMA, effectivement fait une étude sur la sécurité des transports d'élèves en Europe. Et donc, l'ANATEP va faire, je crois, 7 ou 8 États européens, avec des réunions, des rencontres, des visites de terrain. Effectivement, on maîtrise un peu mieux les systèmes de transport d'écoliers partout en Europe. C'est ce qui va conduire d'ailleurs l'ANATEP à organiser en décembre 1991 un forum européen à Strasbourg sur la sécurité du transport scolaire, donc qui est d'ailleurs parrainé et patronné par l'ensemble des grandes institutions internationales, la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, Commission européenne, la CEMT, la Conférence européenne des ministres des Transports, qui donnera ultérieurement naissance au Forum international du transport. Bref, l'ensemble de ces structures internationales vont chapeauter ce premier colloque international sur le transport d'élèves, qui accueillera d'ailleurs une exposition de véhicules. Nous aurons à Strasbourg
l'exposition des premiers véhicules scolaires des États-Unis, par exemple. Nous aurons effectivement aussi un large panel d'intervenants venant des États-Unis, du Canada, de Slovénie, bref, de l'ensemble des États européens. Suite à ce forum de Strasbourg 91, c'est 1994, c'est la création de l'Association internationale pour la sécurité du transport de jeunes, qui est cofondée en quelque sorte par l'Association des transports écoliers du Québec, au Québec donc, et l'ANATEP en France, avec évidemment la FBA, Fédération belge des transporteurs belges, le premier syndicat d'enseignants espagnols, la FETE-URETE, et du côté américain, la AAA Foundation pour la sécurité routière. Donc, on sent qu'au niveau international, la recherche de plus de qualité, de plus de sécurité est quelque chose, un élément qui est de plus en plus important. Et les échanges internationaux se font et donc permettent de voir ce qu'il y a de meilleur dans le système du voisin et pouvoir éventuellement proposer des améliorations totalement pragmatiques, en fait, pour les décideurs des différents États. Donc nous arrivons effectivement à la fin des années 90 avec une loi qui va être prise, la loi du 12 juillet 99, dite loi Chevènement, qui va marquer le développement qu'on constate sur le terrain, c'est-à-dire l'extension de ces périmètres de transport urbain avec des agglomérations ou petites ou moyennes qui ont tendance à se développer et à grignoter le territoire départemental. Et donc consacre la création des communautés d'agglomération qui va effectivement profondément changer la donne. Alors ces communautés d'agglomération ont une histoire très urbaine et par conséquent on va avoir beaucoup de difficultés, notamment dans les premières années, à prendre en charge cette problématique spécifique qui sont les déplacements d'élèves. Ce qui d'ailleurs va conduire très clairement le législateur à, dès 2002, avec la loi de démocratie de proximité, donner la possibilité à cette communauté d'agglomération de déléguer en fait sa nouvelle compétence au département. Donc c'est tout de même la reconnaissance qu'effectivement les agglomérations avaient des difficultés pour maîtriser un service qui est quotidien, en rapport direct avec des usagers de transport, qui est loin d'être une sinécure toujours. Donc effectivement, cette possibilité sera en partie bien utilisée par les agglomérations.